Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Oser briller inspiré où je reçois aujourd'hui Justine So. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Sab, c'est trop chouette. Je suis trop contente de participer à ton podcast. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans mon book club et j'avais trouvé ça tellement intéressant que je me suis dit, il faut que je t'invite ici. Donc, est-ce que tu peux d'abord te présenter? Oui, donc je m'appelle Justine So, j'habite à Bruxelles, je suis née à Bruxelles. Donc, mon papa, il vient de Guinée et ma maman était belge. Et je vis ici à Bruxelles depuis toujours. J'ai un peu vécu en Wallonie, donc de la partie francophone de la Belgique, mais Bruxelles est vraiment ma ville de cœur. Et je suis journaliste depuis bientôt 20 ans. J'ai fait des études classiques de journalisme, mais je rêvais quand même un peu, c'était dans un coin de ma tête de faire de l'art. Enfin, j'étais assez portée sur l'art littéraire et tout ça, mais j'ai jamais vraiment osé m'imaginer faire quelque chose comme ça. Et puis, j'ai repris des études pour apprendre à faire de la BD. Et donc, là, je suis diplômée depuis pas très longtemps. Attends, on est en 2026, donc ouais, 2 ans. Et donc j'ai sorti une première BD et donc maintenant l'idée c'est vraiment de continuer et donc d'essayer de partager ma vie professionnelle entre le journalisme et le fait d'être autrice de BD, donc de faire le dessin et le scénario. C'est marrant parce que quand tu racontes ça, ça a l'air hyper simple. J'étais journaliste et maintenant j'écris des BD. Est-ce que ça a Ouais, été aussi simple que ça? non non ça a été compliqué. Enfin ça a été un chemin. Je sais même pas très bien te dire s'il y a eu par où ça a commencé, quoique il y a quand même eu des éléments un peu déclencheurs, je dirais. Je pense notamment à mon mariage, parce qu'en fait, je me suis mariée en 2017 et mon mari, il est artiste peintre, donc il fait de la peinture abstraite, disons, très colorée comme ça. Donc, je veux dire, il n'est pas du tout dans l'art littéraire ou dans les scénarios et tout ça, le fait de raconter des histoires. Mais quand même, de vivre avec quelqu'un qui est artiste, qui vit de sa passion, enfin, en tant que couple, à l'époque, on n'avait pas d'enfant, mais on s'est quand même organisé pour qu'il puisse euh, en vivre parce que c'est quand même un saut dans l'inconnu, c'est beaucoup de risques financiers, etc., de quitter son job et de se lancer en tant qu'indépendant. Donc le fait de voir et de constater que c'était possible, très probablement joué. Et en fait, si tu veux, quand on s'est mariés, mon père et ma sœur, tous les deux dans leur discours de mariage, ont beaucoup insisté sur le fait que ça les étonnait pas que j'épouse un artiste, en Oh, disant, mais tu te souviens, Justine, tu dessinais tout le temps quand tu étais petite, en fait, et puis quand tu étais ado, et tu as toujours été portée là-dessus. Souviens-toi, et là, il commence à décrire en fait comment tu j'étais et étais? comment j'étais avec ma sœur aussi. C'est-à-dire que ils ont décrit la présence enfin la place importante accordée à l'art dans notre famille. Mais c'était des petites choses. Hein. C'était un petit instrument de musique, un petit harmonica qui traînait, qui était toujours là. C'était des vinyles de nos parents et il y avait un tourne-disque, donc on avait la chance de les mettre et c'était comme un terrain de jeu avec ma sœur. C'était ma grand-mère qui faisait maternelle qui faisait des tableaux, peu importe qu'ils étaient bien exécutés ou pas, mais on allait le mettre au mur, on allait valoriser le fait de faire des choses avec ses mains. On allait prendre de la terre glaise le long des ruisseaux parce que la famille de ma mère vient de Wallonie et là c'est vraiment la campagne. Ouais. Donc tu peux tu m'entends encore? Oui, il y a eu un Tu petit peux saut prendre et de la terre glaise. En fait, tu peux sculpter. d'accord. Tu vois, Donc donc en vraiment fait, l'idée de valoriser le geste, ça a été hyper présent et ça a joué très probablement. Et donc il commence à dépeindre tout ça et je me dis mais ils ont trop raison en fait. Quand j'étais ado, c'était mon rêve en fait d'intégrer une école d'art dans un lycée si tu veux d'art. On a ça à Bruxelles et vous avez ça aussi en France. Et je l'ai pas fait et puis je me suis un peu retrouvée par hasard en journalisme, ce qui est une grande chance et c'est génial. Mais à partir de ce moment-là, j'ai eu comme je sais pas oui, il s'est passé quelque chose et j'ai voulu me reconnecter à cette personne que j'étais. Et donc, j'ai commencé à reprendre des cours de dessin. Et en fait, c'est vraiment là que ça a démarré, c'est-à-dire que j'en avais jamais assez. Donc, je dessinais, je dessinais. Ça a été très, très intense. Genre, je voyais moins mes amis parce que tout ce que je voulais, c'était dessiner, dessiner, ok, dessiner le du truc matin au soir. obsessionnel, quoi. Ah, c'est vraiment le terme. Ouais, ouais. Ok. Genre, j'étais en soirée, je rentrais chez moi, parce que je voulais dessiner, dessiner le week-end, le soir. Enfin, j'adorais ça, quoi. Ça me replongeait en fait dans cet état méditatif dans lequel te plonge le dessin. Alors, on peut le retrouver dans plein d'autres trucs quand on cuisine, quand on fait plein de choses. Enfin, voilà, je pense que c'était lié à ça aussi. Et du coup, après un an, j'en voulais encore. Et puis, je me suis dit, mais dans le fond, en fait, j'aime bien dessiner, j'ai envie de raconter des histoires, j'adore le scénario.
J'adore le dessin. Bah, qu'est-ce qui rassemble tout ça? C'est la bande dessinée, tu vois. Et donc, C'était assez c'est comme évident ça. pour toi, ce cheminement-là, de j'adore dessiner, ça m'obsède, j'aime écrire aussi. Euh, Mettons les deux ensemble et allons-y, quoi. Non, je crois qu'il y a eu certains petits éléments qui ont joué. Comme je me souviens que j'avais fait une formation pour à l'AJP, donc à l'Association des journalistes professionnels, pour bien exécuter et organiser ton dossier si tu voulais faire un projet documentaire. Et donc j'avais une idée de projet documentaire comment, en décrivant cette idée de documentaire, je me rendais compte que c'était vraiment compliqué en termes d'archives d'avoir des éléments visuels. Et je me suis dit, tiens, on pourrait les dessiner ou on pourrait faire des scènes en animation, mais l'animation, ça coûte très cher, ça prend beaucoup de temps, c'est très compliqué. Et donc, je me souviens qu'il y a eu cette petite idée de me dire, tiens, en BD, ça pourrait fonctionner. Mais tu vois, et donc c'est cette petite idée-là un jour qui apparaît, et puis c'est une BD que je lis un autre jour, qui joue, qui me dit, waouh, c'est un médium génial pour raconter des histoires. Tu vois, c'est plein de petites choses comme ça Petites qui, graines comme ça, voilà, c'est et ça, ouais. les unes avec les autres. Donc là, dans ce que je comprends, t'es journaliste, t'as pris des cours de dessin, ces histoires de BD arrivent, il y a le mariage où on te remet, comment dire, on te rappelle à quel point l'art était là dans toute ton enfance. Est-ce que tu as envie de faire une BD? T'en es à où à ce moment-là? Est-ce que toi, tu te dis, j'écrirais bien quelque chose ou pas? Ben oui, parce que je me souviens que, en fait, après le mariage, on s'est offert une petite semaine aux Açores. C'était trop bien. Si vous êtes jamais allé aux Açores, La allez-y, c'est sort, ok, vraiment trop on bien. note, on note. Il doit faire beaucoup moins chaud qu'à Paris aujourd'hui. C'est le max, c'est magnifique. Et donc voilà, on se fait une petite semaine, on s'offre ce cadeau-là, et je me souviens qu'on faisait des balades. Donc les Açores, c'est vraiment la nature, c'est des points de vue absolument magnifiques, et donc c'est beaucoup de promenades que tu fais. Et on faisait des promenades, et j'arrêtais pas de dire à mon mec, mais tu t'imagines si je faisais cette scène-là et je pourrais dessiner, je pourrais raconter ci et ça et cette histoire que j'ai toujours voulu raconter, je pourrais le faire en BD, etc. Donc c'est lui qui m'a dit ça. Moi, je m'en rendais pas vraiment compte. Il me disait, tu parlais que de ça, tu étais souvent sur ton téléphone en train de chercher des cours de dessin, comment tu allais faire pour trouver des cours de dessin qui seraient compatibles avec tes horaires de travail, parce que j'ai des horaires de travail en tant que journaliste qui sont assez complexes. Parfois, on travaille très tôt le matin, parfois très tard le soir, parfois on a des journées de 8h30 à 20h plus ou moins, et donc en fait, t'arrives jamais à avoir une activité et à la suivre régulièrement parce que tu es tout le temps interrompu par ton job. Et donc, c'est lui qui m'a fait me rendre compte que c'était déjà présent et que j'en parlais. Mais si tu veux, les idées d'histoire étaient relativement vagues. J'avais pas un projet. Ça, j'avais D'accord. pas. Tu avais cette idée de vouloir travailler ce médium-là en disant et Ouais, dessin, écriture, mais ouais. t'avais pas une histoire à raconter. Bah alors, comment on en arrive à Wax Paradox, que je vais montrer parce que je le trouve sublime. Vraiment Mon sublime. petit bébé. Comment t'arrives? Mon petit bébé, c'est trop mignon. Je l'ai relu ce matin avant notre interview et j'aime tout autant. C'est vraiment, franchement, à offrir, à s'offrir. Pour moi, ce que j'aime en fait, donc peut-être qu'on en parlera plus tard, mais c'est le mélange de l'identité et de cette histoire du wax. Et je trouve que tu le fais vraiment très très bien. Merci, Sam. C'est Mais gentil. comment on en arrive à là? Parce que là, pour l'instant, t'as pas d'idée Ouais, d'histoire, t'as pris tes cours de dessin, t'es voilà, journaliste. c'est ça. Comment on arrive D'ailleurs, il y a une différence entre BD et roman graphique. Oh là, ça, c'est un débat. Mais C'est ma petite parenthèse. oui, il Je y trouve que en ça a. fait un Alors, télo de dire roman graphique. Il y a un petit côté euh, intello et il y a, BD, ça fait un peu plus ouais. le peuple, quoi. Ben, en fait, il y a plein de styles de BD, même de formats, de façons de raconter différentes. Et donc, en fonction, on va plutôt utiliser un terme ou l'autre. Mais ce que tu viens de montrer, on peut considérer que c'est une BD. Certains utilisent l'appellation roman graphique. Je suis pas sûre que ça rentre dans cette catégorie-là. Mais BD, Tu te ça convient vexeras très pas bien. si je dis BD. Non, du tout. Non, non. Pour moi, c'est un D'accord. médium noble. Je constate qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore cette vision de la bande dessinée, et c'est très probablement lié à la littérature jeunesse, qui considère que c'est plutôt pour les enfants, ou alors que c'est moins intellectuel parce qu'il y a des dessins, c'est pour les personnes fainéantes qui n'ont pas envie de lire, alors qu'en fait, c'est un médium qui est absolument génial. C'est une vraie grammaire, ce sont des codes à respecter, et on peut faire des choses absolument extraordinaires, jouer avec le texte et l'image, et c'est beaucoup plus complexe
que ce que qu'on ce qu'on peut imagine. imaginer. Ouais. Oui, je vais faire encore une petite parenthèse avant que tu me dises comment tu es arrivée. Mes beaux-parents considèrent que c'est pas de la vraie lecture. Quand Mhm. ma petite de 9 ans prend une BD, ils lui disent Mhm. de prendre un vrai livre. Et je Mhm. trouve ça Ouais, ouais. tellement dommage quand tu as des enfants qui aiment lire, de les casser en leur disant non, c'est pas un vrai livre. C'est très, très dommage. C'est ma petite parenthèse. Si vos enfants lisent des BD, eh ben, ils lisent. Et ça, c'est C'est de la vraiment littérature, génial. ouais. Mhm. Ça, c'est vraiment génial. Donc, comment tu arrives à Wax Paradox? Et donc d'abord, je découvre qu'il existe à Bruxelles une école d'art qui apprend à faire de la bande dessinée. Donc déjà, j'ignorais que ça existait. Je m'étais jamais vraiment posé la question. Je savais pas comment on faisait en fait pour faire de la BD. Je voyais bien qu'il y avait des BD dans les librairies, mais je m'étais jamais posé la question. Je pensais que les gens juste faisaient ça parce qu'ils avaient acquis des compétences au cours de leur vie. Et en fait, il existe un cursus donc de type universitaire, un cursus de type long. Donc c'est 5 ans, c'est un master. Tu Ah fais ouais. 3 ans de bachelier et puis 2 ans de master. Et ça te forme au scénario et au dessin. C'est-à-dire que le projet pédagogique de l'école, il s'articule autour de la notion d'auteur complet, qui est une notion qui est un peu remise en question par certains parce que l'auteur complet est considéré comme la personne qui va faire le dessin et le scénario, alors D'accord. qu'en fait, on peut très bien considérer qu'on est une autrice complète quand on ne fait que le scénario, que l'histoire, ce qui est déjà énorme, ou que le dessin, ce qui est aussi un travail énorme. En fait, c'est Donc le voilà. terme qui est pas bon. Le truc complet. C'est comme si tu fais pas les deux, t'es incomplet. Voilà, c'est un peu ça, c'est remis en question, mais en tout cas, comme ça, tu comprends un peu le Oui. projet pédagogique, et alors, une fois que tu es formé à ça, bah, tu fais ce que tu veux. Donc ici, en l'occurrence, j'ai fait les deux, ce qui est très pratique, mais rien ne t'empêche de faire des collaborations avec d'autres artistes et de t'occuper seulement de la partie scénario ou seulement dessin. Et donc je constate qu'il existe cette école parce que moi, je voulais, si tu veux, les cours du soir, par-ci par-là, c'était plus assez, quoi. Je voulais vraiment aller plus loin. Donc première grande surprise, ah waouh, la bande dessinée, ça s'apprend lors d'un cursus de type universitaire avec des ateliers de BD qui sont vraiment très poussés et qui sont encadrés par des professionnels du monde de la bande dessinée. Donc ce sont pas no offense hein, pour les personnes qui seraient dans ce cas-là, mais ce ne sont pas des personnes qui n'ont pas pu ou pas voulu avoir de carrière en bande dessinée et qui du coup On a s'orientent par vers défaut, quoi. l'enseignement. Mm. Voilà, ça, je pense que ça peut arriver. Et donc là, ce sont des personnes, ce qui est très bien, c'est qu'elles sont vraiment tout à fait connectées au monde de l'édition, soit parce qu'elles-mêmes, en fait, ont un rôle d'éditeur ou font partie d'une maison d'édition ou ont cofondé une maison d'édition, Mhm. ou bien parce que ce sont des auteurs et des autrices de bande dessinée qui publient encore en parallèle à leur carrière d'enseignant. Donc, tu vois, C'est c'est un un plus enseignement dans qui est leur génial, carrière. En fait, c'est génial parce que c'est des clairement. gens, comme tu dis, qui sont vraiment au contact de la BD, qui savent de quoi ils parlent et c'est pas des personnes qui, par défaut, en prenant des cours à droite à gauche, vont te donner un cours. C'est Donc ça ça, devient, ce sont pas des théoriciens. oui. Et par ailleurs, on a des théoriciens qui sont de grande qualité, mais plutôt pour les cours théoriques, et c'est vraiment génial. Mais donc l'atelier BD, il est vraiment professionnalisant, disons. Ouais. Et voilà, donc moi je me dis, je découvre ça, je me dis je veux faire ça, je veux absolument faire ça. Et donc j'ai lâché un peu une bombe dans mon couple parce que bah on avait plein de projets, on mettait de l'argent de côté pour devenir propriétaire, on avait déjà une vie d'adulte. Tu vois, quand j'ai repris les études, j'avais déjà 35 ans. Et donc, mon mec me dit, mais qu'est-ce quoi cette histoire? Un peu, il a eu ce rôle pas très agréable de dire, mais attends 2 secondes, on va se poser, on va en discuter. Et moi, j'étais sûre de moi, c'est allé très vite en fait à ce moment-là. Je lui ai dit, non, non, mais moi, je vais calculer un budget, je vais demander un rendez-vous avec voilà, mon directeur de rédac et les ressources humaines pour voir comment je peux pas tout de suite modifier mon contrat de travail, c'est venu par la suite, mais réduire en tout cas mon temps de travail En fait, il fallait pour que tu arrives passer à à mi-temps. combiner Ouais. l'école, t'allais le faire plusieurs années. Comment? L'école, c'était ce que tu allais faire, Mhm. c'était sur plusieurs années. J'envisageais à la base de faire 3 ans, le D'accord. bachelier. Finalement, j'ai fait le master, j'ai fait 5 ans D'accord. parce que Donc en fait, t'as j'adorais et que je me vraiment, sentais pas fallait que pareil. tu trouves un moyen de combiner ton boulot de journaliste et cette Exactement. école. C'est ça. Donc le job pour bah, maintenir un salaire, parce qu'il fallait quand même bien continuer à vivre, à payer le loyer, Bien etc. Je sûr. viens pas d'une famille qui aurait pu me donner de l'argent pour faire une pause professionnelle, c'est pas possible. Et donc ce qui était intéressant, si tu veux, je fais une petite parenthèse, mais ces discussions de couple ont été intéressantes parce que quand des personnes
t'as différents types de personnes. Quand tu annonces que tu veux faire un grand projet, là, et surtout quand ça vient un peu de nulle part parce que tu n'en as jamais parlé avant, t'as vraiment des personnes qui vont être hyper enjouées, qui vont te dire, mais c'est génial, fonce, allez, go. Et puis, t'as des personnes un peu plus terre à terre qui vont te dire, ouh là là, attention, carrière artistique, c'est très risqué. Et alors, on peut considérer que ce sont des rabat-joie où au début, tu te vexes un peu, tu te dis, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on Comme ça, tu m'encourage ne pas? soutiens pas, bien sûr. Voilà. Mais ça a quand même du bon, je trouve, parce que ça te permet de d'éprouver ta motivation, de mettre à l'épreuve vraiment ton projet. Et donc, j'ai été un peu animée par un truc genre, ah quoi, t'y crois pas, bah tu vas voir. Et donc, j'ai calculé un budget hyper précis pour vraiment lui montrer qu'on pouvait s'en sortir, qu'effectivement, mon revenu allait baisser, mais que, voilà, si on calculait bien les choses, euh, ben, on allait bien le faire et ça allait bien se passer, mais ça, alors évidemment, tout dépend de ton contexte, de ton histoire familiale, des capacités économiques de ta famille, etc. Moi, je viens pas d'une famille riche et donc j'ai pu par moment être le filet de sécurité économique de ma famille et donc ça impliquait quand même quelque chose. Et je crois que c'est le plus gros dilemme finalement de cette histoire, c'est de me choisir, en tout cas temporairement, parce que bah, mes revenus baissaient et que bah, s'il faut payer les soins de santé, et filer un peu de thunes pour ci, pour là, bah, j'allais plus pouvoir le faire, ou en tout cas pas comme avant. Ça a été super difficile, par Alors, exemple, dans comment toute tu cette vas quand histoire. même? Comment tu Ah, vas quand c'est... même? Parce que t'as ton mari qui te dit, wow, c'est quoi cette histoire? Toi qui fais le budget, tu te rends compte que tu vas pas pouvoir soutenir comme avant. Comment tu vas quand même? Hmm. Je pense que si cette opportunité s'était présentée plus tôt, j'y aurais peut-être renoncé. Mais là, j'étais à un moment de ma vie où j'avais fait quand même un grand travail sur ces questions-là, sur la mise à distance de certaines obligations qui peuvent un peu peser, sur la juste place qu'on doit avoir dans sa famille ou qu'on doit à un moment donné choisir d'avoir, c'est-à-dire vraiment travailler sur la question de la liberté, de euh, se détacher des fausses croyances aussi. Il faut que je dois, je ne peux pas ne pas, tu vois, ce genre de Ben, trucs. surtout J'avais quand quand même tu pas as mal bossé toute ta vie là-dessus. d'adulte, et même peut-être dans l'enfance, tu as eu ça. Donc je me dis, mais comment tu fais pour te détacher de ça et te dire, Justine, là c'est toi qui compte, c'est toi, tes projets. Parce que j'imagine que les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent d'ailleurs vont se dire, mais comment elle a fait? Parce que moi j'adorerais faire ça, mais comment elle a fait? Mais je pense qu'il faut accepter que dans la vie, il y a une part de renoncement à chaque étape. À chaque étape, il y a une part de renoncement. Et il faut accepter que parfois on est face à des dilemmes et qu'en fait on ne pourra pas tout avoir, on ne pourra pas tout faire. Et que je pense que c'est ça quand on est dans ce rôle un peu de sauveur, sauveuse, ou que et on finit par s'oublier. Et je pense qu'il y a un moment où on s'en rend compte, ou alors il y a un moment où ça fonctionne plus. Je crois pas trop dans le fait que comme ça toute sa vie on puisse le faire sans qu'à un moment donné on sente qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi, parce que on ne vit plus qu'à travers l'autre. C'est les mêmes. On peut ressentir un peu la même chose quand, par exemple, on vit à travers le regard des autres, toujours aller chercher l'admiration de certaines personnes. On cherche à ce que ces personnes soient fières de nous. Et puis, on se dit qu'à un moment donné, en fait, on a envie soi-même de ressentir de la fierté de Bien soi. sûr. Et en fait, peu importe ce que pensent les autres de soi. Mais c'est vrai qu'il faut comme changer un peu de mindset. Mais voilà, moi, le fait d'avoir beaucoup travaillé sur ces questions-là m'a énormément aidé. Ouais, ouais. Et puis voilà, c'est un tas de choses. Là, je suis sûre qu'après la discussion, je vais penser à plein de trucs. Je vais me dire, ah, mais c'est ça aussi qui a joué, c'est ça aussi, c'est le fait de voir mon compagnon qui mène sa carrière vraiment par lui-même, pour lui-même. Euh, En c'est fait, très inspirant. ce modèle-là, enfin, le modèle de ton mari te montre que c'est possible. Voilà, c'est ça. Alors après, certains m'ont dit, ah, mais tu fais de l'art, enfin, tu vas te lancer dans l'art littéraire et tout, mais tu fais un peu comme ton mec. Et j'avais tellement envie de leur dire, mais c'est pas du tout la même chose, les gars. C'est pas parce qu'on a un modèle qui fonctionne et d'ailleurs auquel on a participé, parce que moi, j'estime que si je m'en sors aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui, et s'il s'en sort aujourd'hui, c'est aussi grâce à Bien moi. sûr. C'est vraiment un environnement qui te supporte, qui te soutient, qui te pousse, voilà, qui met à l'épreuve ta motivation comme on en a parlé. Et donc, non, ce n'est pas faire comme.
Mais bien sûr que quand ça fonctionne bien en termes relationnels, ça s'entrelace et il y a un mouvement comme ça vertueux, je pense, Oui. qui aide. Évidemment que si j'avais été mère célibataire, ça aurait été beaucoup plus compliqué. J'aurais eu besoin de plus d'aide financière. Je pense même que je me serais pas autorisée, très probablement, parce que tu es beaucoup plus dans ce truc de sacrifice, etc. Parce que moi, j'étais pas maman à ce moment-là, tu vois, donc c'était encore faisable. Mais après, Euh, enfin, tu dis ça, mais c'est pas dit parce que, admettons, t'es une maman solo, mais que ce projet, il est tellement important pour toi. J'ai plutôt l'impression que tu aurais trouvé une solution pour le faire. Alors peut-être que tu aurais pris plus de cours du soir. Peut-être que ça aurait été sur 6 ans et pas 5. Mais j'ai l'impression que quand un ouais. projet t'appelle, tu vas trouver les moyens. Et ça va être peut-être plus difficile, mais que tu vas trouver les moyens. Moi, je suis pas sûre que tu n'aurais pas fait, sans vraiment te connaître. Mais le truc, Mais c'est de que ce que tu me racontes, j'ai expérimenté quand même le fait, parce que du coup, mon enfant est arrivé à la fin du bac 3, donc à la fin des 3 premières années. Et ok. donc après, il a fallu bosser sur la BD et il a fallu faire le master. Tu m'entends toujours? Parce que tu frises un Oui. peu. Moi, Tu j'entends. Oui. m'entends? C'est bon, c'est Ah, revenu. ok, super. J'ai quand même expérimenté ce que c'était que de faire une bande dessinée avec un enfant en bas âge. Ok. Et Donc, c'est possible. franchement, alors oui, mais si j'avais été solo, donc si j'avais pas eu voilà, le coparent pour garder mon enfant, et je pense à une certaine période en particulier où pour respecter la deadline, j'ai dû travailler 6 jours sur 7, de 9 heures à plus ou moins 2 heures du matin, tous les jours, non-stop pendant un mois, et c'est-à-dire pendant le mois de fermeture de la crèche. Si j'avais pas eu ça, j'aurais dû prendre une nounou, la payer, j'aurais pas eu les moyens financiers. Enfin, qui aurait pu garder mon enfant comme ça? À qui j'aurais pu le confier? C'est plutôt des choses comme ça, très, tu vois, pratico-pratiques, Oui. matérielles, qui me laissent penser que vraiment, si j'avais été maman solo, waouh, ça aurait été insurmontable. Mais je vois bien qu'il y a des mamans solo qui grimpent des montagnes et je suis là, waouh, j'ai trop d'admiration pour ces femmes. Elles sont absolument incroyables et c'est elles qui nous donnent toute cette force et, enfin, juste gros big up pour toutes les mamans solo. De Enfin, ouf. vraiment, De c'est un ouf. truc incroyable. Mais voilà, c'est juste ça. Mais c'est vrai que j'ai pas expérimenté. Peut-être que j'y serais arrivée. Mais en tout cas, cette question d'une chambre à soi, donc enfin d'une pièce à soi, comme le disait Virginia Woolf, pour pouvoir travailler, pour pouvoir ouais créer en fait créer, elle est centrale. Elle est centrale. Et moi, si j'avais pas eu non seulement quelqu'un pour prendre soin de mon enfant, mais aussi un endroit extérieur à la maison pour pouvoir travailler, j'aurais pas pu faire cette bande dessinée. En fait, là, moi, je sais que c'est un peu particulier. Peut-être que tu l'aurais fait en plus de temps. Parce que si on revient, parce qu'on sait toujours pas comment t'es arrivé dans cette BD, parce C'est qu'on fait vrai. que digresser, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est très cool. Euh, c'est que le timing par rapport à ce projet-là était Ouais. particulier. Mais si t'avais pas eu ce timing-là et t'avais eu 2 ans, 3 ans, ça aurait été aussi un autre contexte pour pouvoir réaliser la BD. Parce que tu dis, j'ai eu un mois à travailler de 9 heures à 2 heures du matin, enfin 9 heures du Oui, matin, pour voilà. pouvoir avancer C'est suffisamment, ça. j'avais travaillé avant ça et j'ai travaillé après ce mois-là. Mais pour pouvoir respecter la deadline, il fallait que durant ce mois de fermeture de crèche, je puisse avancer un Un maximum. maximum, quoi. Et si si je faisais pas vraiment, j'avais calculé, voilà, c'est 6 jours sur 7, etc., avec le nombre de pages par jour, je devais faire 2 planches par jour. Si j'arrivais pas à la fin du mois, le mois d'après, donc août, septembre, octobre, c'était trop short pour finaliser tout, la couverture et tout ça, toutes les corrections et tout ça, tu vois. Donc Ouais. oui, peut-être que j'y serais arrivée en plus de temps, mais il fallait en tout cas quand même des éléments matériels, selon moi, indispensables, c'est-à-dire une pièce extérieure parce qu'il y avait la présence d'un enfant en bas âge. Donc évidemment, si tu as des enfants plus âgés ou que tu n'as pas d'enfants, tu peux travailler chez toi. Et là, c'est génial. Mais un enfant qui a 1 an et demi, tu as des Ouais, enfants, tu toi, dis. ça? Oui, deux. Bon, Oui, oui, voilà. deux. Tu te Deux. souviens comment J'ai ils aussi étaient? fait un livre pendant. Le petit avait 18 mois quand j'ai fait un livre et c'est wow. Enfin, j'ai fait ce livre avec cet enfant en porte-bébé, littéralement. Littéralement. J'avais pas d'autre choix que de l'avoir en porte-bébé. Donc, ouais, c'est un défi. C'est un vrai défi. Tu vois, parce que les gens imaginent, non, mais tu te mets dans une pièce. Mais non, Et puis l'enfant, il dort. Oui, bien mais sûr, mais ça, bien ça sûr. n'arrive jamais. Je veux dire, c'est ce qu'on a demandé aux parents pendant le Covid. Enfin, c'est l'aberration, c'est pas possible. Les enfants sont là, ils pleurent, ils veulent être près de toi et tout ça. Donc en fait, moi, j'ai un pote qui a joué à un concours, qui a participé à un concours organisé par un espace de coworking à Bruxelles. Et donc, il gagne.
Et en fait, il s'avère que finalement, il préfère travailler chez lui. Et il me dit, écoute, moi, j'ai gagné un truc, là, un prix pour un espace de coworking. Est-ce que tu veux? Parce que moi, je vais pas l'utiliser. Et je Trop bien. comprends pas très bien de quoi il s'agit. Donc, je dis, ouais, ok, pas de problème et tout. Puis je regarde et je vois qu'en fait, son gain a une valeur inestimable, déjà parce que bon, ça représente beaucoup d'argent. C'est-à-dire que c'est en fait un accès à des espaces de coworking qui sont répartis un peu partout en Belgique, et il y en a plusieurs à Bruxelles, Ok. qui sont en plus hyper agréables, hyper design, hyper beaux. Donc voilà, c'est très chouette de bosser là-bas. Et tu y as accès 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et il y a un espace de coworking à ce moment-là qui est à 5 minutes à pied de là où j'habitais. T'imagines Canon. un peu? Non, mais Canon. tu Donc, te il n'y a même dis, pas une sorte de transport, de machin, d'organisation, j'allais à de pied. Non, canon. non. Ok. Donc, je me levais à 6 heures, voilà, parce qu'à ce moment-là, mon bébé se réveillait à cette heure-là. Je m'en occupais jusque 9 heures du mat, puis j'allais à pied, hop, je bossais dans cet espace de coworking jusque 2 heures du mat, et je revenais. Bon, parfois c'était minuit, parfois c'était 23 Bien heures, sûr. mais c'était des très, très, très grosses journées. Et si j'avais pas eu cet espace, avec cet accès, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, encore une fois, je ne sais pas, encore une fois, on se débrouille toujours, on se débrouille. Mais là, ça m'a permis voilà, de bosser à fond sur cette BD. Et donc, comment est arrivée cette BD? Oui. C'est que Oui. je suis donc à Saint-Luc, je suis en train de terminer le master et il y a une de mes profs, Louis Fang, à qui je rends hommage parce que vraiment elle a une importance dans cette histoire. C'est ma prof de scénario et on s'est vraiment bien entendu. Elle est super. Je l'ai eue quand j'étais en bachelier. Et donc, elle connaît bien mon travail parce que ben, ces profs, ils nous suivent durant plusieurs années. Ok. Et en fait, si tu veux, cette prof, elle connaît le directeur éditorial de Bayard Graphique, qui est donc le label qui a publié Wax Paradox. À ce moment-là, c'est un jeune label. Et ils ont une ligne éditoriale particulière, c'est-à-dire que ce sont des BD qui sont relativement proches du réel. Donc, on n'est pas dans de la science-fiction, on n'est pas non plus dans du cartoon, etc. C'est vraiment la BD qui est proche de la BD de reportage. Et donc souvent, ce qu'on fait en fait dans les maisons d'édition, c'est qu'on va créer un binôme, une personne journaliste avec une personne qui va s'occuper du dessin et du scénario, voire parfois trois personnes quand il y a journaliste, scénario, dessin, tu vois. D'accord. Et donc cette prof parle de moi en fait au directeur éditorial de Bayard en disant de Bayard Graphique pardon en disant bah écoute moi j'ai une élève elle va bientôt être diplômée et elle est journaliste et bientôt autrice de BD donc voilà Et il y a peut-être un illustratrice match. aussi, du coup. C'est ça ouais ouais. C'est ça. Donc, en fait, de trois personnes, il y a toi qui rassemble les trois compétences. Oui, voilà, ou Ok. alors me faire travailler avec d'autres gens, mais en tout cas, il y a un profil qui peut les intéresser, quoi. Et donc, voilà, elle nous met en contact. Moi, j'envoie mes bandes dessinées ben, par la poste à ces personnes. On se fait des zooms, on se présente. Je devais préparer toute une série de thématiques de BD pour voir si ça les intéressait, si ça allait matcher. Et donc, les BD que j'avais faites dans le cadre de Saint-Luc leur ont plu. Et on a décidé d'aller plus loin. Donc, tu vois, il y a vraiment un mélange de tout. C'est-à-dire que si, moi, pendant ces études, je me suis donnée, mais à fond, parce que je les ai adorées. Tu vois, reprendre des études à Génial. 35 ans, ça n'a rien à voir Ouais. voilà, de commencer un cursus quand tu as 18 ans, tu es toute jeune et tout. C'est pas Là, forcément ce que j'ai tu aimes, ce que tu veux. Ouais. plein de choses qui jouent. Puis c'est une période de vie très particulière quand même au sortir de l'adolescence. C'est difficile. Et donc là, j'étais dans un autre mood, un autre mindset. J'adorais tous les cours. J'avais des cours de scénario, on regardait des films, on analysait les histoires, les cours de dessin d'anatomie. Enfin, c'était le max. Les cours d'histoire de l'art. Ah, waouh, j'ai T'as cours de kiffé ça, littérature quoi. générale. Enfin, ouais, non, mais j'étais au max. Et donc, en fait, j'ai travaillé hyper sérieusement. Donc, toutes mes BD, tous mes projets étaient terminés. C'était des BD, voilà, en physique que j'avais imprimé et tout. C'est Ok. parce que, tu sais, parfois, dans l'atelier, c'est comme ça que ça se passe. Mais tu commences un peu un projet, puis tu le termines pas, mais tu as expérimenté des choses. C'est ça qui compte. T'es évalué là-dessus, puis on passe au projet d'après. Moi, je voulais que tout soit à chaque fois terminé, que je Ok. puisse le donner en main propre à des personnes, etc. Et donc, c'est ça que j'ai envoyé. Et donc, c'est un mélange, cette opportunité de travail, de beaucoup, beaucoup de travail, mais aussi de coups de chance. Je vais y venir parce que cette Expo Wax est arrivée à ce moment-là. Et puis de quelqu'un qui se montre généreux et qui t'aide, en l'occurrence cette prof, Louis Fang, tu vois. Et donc, Bayard Graphique, quand on a cette discussion, bah, ils me présentent un peu aussi leurs projets. Ils me disent que, par exemple, voilà, ils ont fait des BD avec sur certaines figures de l'art en France. Ils me citent Ok. notamment cette BD qu'ils ont faite sur Germaine Richier, qui est une sculptrice française. Et puis, bah, il y avait une expo sur Germaine Richier à Beaubourg, et donc ils ont fait comme un truc un peu win-win, tu vois, où Oui, oui. on fait Tu un événement profites de ensemble. l'événement, bien sûr.
Voilà, et donc la BD est présentée lors de l'expo et tout le monde est content. Et donc ils me disent que oui, il y a le Musée de l'Homme à Paris qui va faire une expo sur le wax et qu'ils auraient vraiment adoré faire une BD sur le wax, mais c'est trop short niveau timing, ils n'auraient pas le temps. Mais ils me disent ça pour que je comprenne un peu la ligne éditoriale de la maison d'édition. Et moi, je fais le calcul du nombre de mois, tu vois, parce qu'ils me disent, voilà, c'est pour février 2025. Et puis je me dis, bon, c'est short, mais ils peuvent le faire. Ils trouvent des gens C'était qui bossent combien de super temps, du vite. coup? Bah, il restait à ce moment-là, euh, il faut que je revienne au moment du call, mais ça faisait peut-être 1 an et demi, quelque chose comme Ok. ça, au moment du Et un call. an et demi, moi, j'y connais rien. Un an et demi, c'est court. C'est long. Enfin, je ne me rends pas compte En fait, pour une pour BD, ce on genre de dit, projet. alors, ben oui, pour une BD, en général, on dit qu'il faut au moins 1 an pour le scénario, au moins 1 an pour le dessin, mais tout dépend du projet, évidemment, de Bien sûr, l'épaisseur de la BD, de la thématique, est-ce qu'il y a un grand travail de documentation à faire, est-ce qu'il y a du bien sûr. repérage, est-ce qu'il y a des voyages, bon voilà. Et on va parler dans les grandes lignes, c'est quand même en général au moins 2 ans. Et puis surtout là, ben, il y avait voilà tout le travail de documentation à faire, et puis incarner, imaginer l'histoire, et puis la produire, la dessiner. Moi, je me place même pas dans cette histoire à la base parce que j'ai fait des petites BD de 40 pages à l'école, donc je leur dis juste, bah, si là il reste 1 an et demi, trouvez quelqu'un qui bosse hyper vite, un super pro, et faites-le parce que passez pas à côté de l'opportunité de faire De une BD sur l'opportunité le carrément. wax. Surtout C'est avec c'est une super thématique. c'est ça, avec l'expo qui arrivait. Oui, voilà, c'est ça, Oui. l'expo, le musée de l'homme, même la thématique en termes de sujets de société, et puis en termes graphiques aussi, faites-le. Et là, ils me disent, bah attends, Justine, si tu te sens de faire la BD dans le délai imparti, nous, on part sur un projet de BD avec toi, hein. Trop Ils disent ça bien. comme ça. Donc moi, qu'est-ce que tu veux que je réponde? Je dis, mais allons-y, mais bien sûr, tu vois. Donc j'étais en train de suer à grosses gouttes, en train de me dire, mais dans quoi je me lance? Il faut que je saisisse cette chance, c'est génial, il faut que je le fasse, tu vois. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée dans ce projet. Et quelque part, j'étais contente parce que, tu sais, quand j'ai commencé cette BD, j'ai eu des questionnements de légitimité un peu. Je me disais, mais qui Évidemment. je suis pour faire cette BD? Pour qui Mais je me aussi prends? non, plus en lien avec la thématique. Tu Ah, vois? d'accord. Parce que pour toi, tu avais les capacités techniques de faire cette BD, mais par rapport à la Mais thématique, c'est ça qui était gênant. c'était plus la thématique. Je me disais D'accord. qui je suis pour faire une BD sur le wax. Je ne porte pas de wax. J'ai été Ok. 3 fois en Afrique seulement. Je parle pas la langue de mon père. Enfin, la langue maternelle, je veux dire, de Oui. mon père. On parle français ensemble, mais tu vois, j'ai ouais, questionnement de vraiment de légitimité en me disant est-ce qu'il faudrait pas prendre quelqu'un d'autre qui vient du Togo, par exemple, vraiment la Oui, nation quelqu'un du qui wax porte ou du du wax, Congo, vraiment. qui connaît, qui a une histoire en fait avec ce tissu. Oui. C'était plus ça. Et puis après, je me suis dit non mais il faut arrêter aussi de se dire ça. Enfin, je veux dire, les types là qu'on nomme directeurs d'entreprise toutes les semaines. Enfin, je veux dire, est-ce que ces mecs se posent ces questions-là? Je veux dire, non. Il se dit juste oui. Voilà. Donc voilà, ils considèrent qu'ils sont méritants, etc. Donc je me suis dit déjà, faut changer aussi ce mindset et se dire les choses arrivent, prenons-les, allez-y. Et, enfin voilà, on y va, on fonce. Et puis aussi. Tout est une question de ce que tu racontes et de comment tu le racontes. Et donc, c'est comme ça qu'est né le personnage de Sophia. Je me suis dit, mais peu importe que j'ai des questions de légitimité ou pas, si je mets en scène un personnage et que je me sens à l'aise avec ce personnage, ça va rouler. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, ben, je vais créer un personnage métissé comme moi, qui est un peu éloigné de ses racines africaines comme moi, et qui doit en fait se les réapproprier et qui tout au long de sa vie, en fait, a dû cheminer là-dedans, personne métisse qui est née en Occident, et où se situe-t-elle? Voilà, parfois elle vit le racisme, parfois elle bénéficie du privilège blanc, où est-ce qu'on se situe, etc. Et c'est comme ça aussi qu'est venu donc ce parallèle entre la complexité culturelle du wax, qui est un tissu vraiment au cœur de plusieurs cultures, et la complexité identitaire d'un personnage métissé, qui est aussi au cœur de plusieurs cultures et qui doit se trouver, tu vois. Et Ok. donc là, je me sentais tout à fait à l'aise à l'idée de faire ça, et c'est comme ça que j'ai démarré le Donc en scénario. fait, c'est le Mais fait ouais, de créer ce personnage qui fait que tu te sens à l'aise pour faire cette BD. ouais, oui, oui, parce que Ok. j'avais des peurs un peu irrationnelles, tu vois. Il y a des trucs que j'aurais jamais fait, mais j'avais peur de commettre des impairs sans m'en rendre compte. Par exemple, j'avais peur de mettre en scène un personnage africain qui soit déconnecté de la réalité et de projeter moi-même des stéréotypes sur ce personnage. Je me serais jamais pardonné de faire un truc comme ça. Alors, si on se connaissait un peu plus, tu me dirais, mais enfin, lui, t'aurais jamais fait un truc comme ça. Mais j'avais peur, si tu veux, j'avais peur. Bien sûr. Et donc, je me dis, non, non, je vais plutôt mettre en scène un personnage métissé dont je me sens
plus proche, c'est-à-dire j'ai pas besoin de faire des interviews pour nourrir ce personnage, je vais puiser en moi. Et donc j'ai fait des interviews, beaucoup d'interviews, mais pour tout le reste, pour tous les autres personnages. Et puis aussi pour évidemment la thématique, parce qu'il fallait que je me l'approprie, que je m'imprègne de tout ça pour pouvoir après lister les thématiques et puis les incarner dans des personnages qui allaient porter un certain discours et comme ça délivrer des infos aux lecteurs et aux lectrices sans qu'il y ait un petit bonhomme qui explique tout. Donc en fait, parce que je ne sais pas non plus comment ça fonctionne. Euh, Bayard Graphique te dit, ah, vas-y, Justine, mais ils te disent pas quelle histoire raconter. Non, Juste, ça rien. doit parler du Et le wax. musée non plus. Ouais. Ok, Carte blanche totale. c'est cool ça. C'est cool C'est dingue. ou c'est faramineux, je dis punaise, dans quel sens je vais partir? Moi, je pense un peu, il faudra en discuter avec lui, mais je me demande si c'est pas un peu la marque de David Groadon qui est directeur éditorial, parce que c'est vraiment quelqu'un qui parie, il parie sur des gens, il va chercher des autrices comme ça, qui parfois n'ont pas d'expérience vraiment en bande dessinée, et il les accompagne et il nous dit, moi j'y crois, on y va, parce que je sais par expérience, enfin pour en avoir discuté avec une autre autrice, que ça s'est aussi passé comme ça avec elle. C'est quelqu'un alors ça fait un peu bizarre de dire ça parce que alors on dit ah, j'ai été repéré, mais qui a la capacité de vraiment de repérer, c'est-à-dire de croire en des personnes alors qu'elles-mêmes ne se seraient pas imaginées à tel ou tel endroit, Non, mais tu il y a des vois. personnes qui ont cette capacité de voir en toi ce que tu n'as pas encore vu, en fait. Il y a plein de personnes comme ça qui se disent, toi, tu vas pouvoir faire ça. Tu te dis, mais à quel moment? Qu'est-ce qu'il a vu chez moi? Et finalement, bah, ils ont raison. Oui, en tout cas, moi, c'est pour ça que j'étais tellement étonnée quand ils m'ont dit, non, mais si tu te sens, on part sur un projet de BD avec toi. Au début, j'ai pas bien compris. Je me suis dit, je vais devoir leur délivrer des petits livrets, des trucs pour qu'ils s'assurent que la collaboration va bien se passer. Ils m'ont dit, non, non, mais on passe pas par toutes Il n'y a ces pas de étapes. test. Il n'y a pas de Non, mais on test. commence, on y OK, va. on y va. OK. OK. Donc, l'histoire, donc tu imagines ce personnage et tu imagines toute l'histoire ou tu fais d'abord les dessins ou c'est en parallèle? Comment ça se passe? Alors d'abord, j'ai procédé à un large travail de documentation. Donc j'ai lu Ouais. pas mal de bouquins, j'ai fait des interviews, etc., ben, des historiennes de l'art, d'anthropologues, tu vois, pour vraiment nourrir le récit. Et puis après, j'ai procédé, oui, dans ce sens-là. Donc avec la matière, comment les incarner dans des personnages. Donc tu vois, il y a quelque chose de très important dans le WAC, c'est la transmission. Il me fallait vraiment qu'il y ait un personnage qui incarne cette valeur de la transmission, où on va transmettre un savoir, on va transmettre des messages, etc. Je voulais de la complexité, de la nuance dans le lien avec l'Afrique, et donc ça, c'est vraiment le personnage du père. J'ai pris le contre-pied, puisque en général, le WAC, c'est plutôt de mère en fille ou en tout Là, cas c'est le une père qui thématique. offre Voilà, là c'est le du père qui tissu. offre. Ouais. Voilà, pour passer des messages à sa fille, des messages qu'elle comprend pas, et donc je voulais aussi jouer sur cette relation, sur la pudeur entre le père et sa fille. Ça, par exemple, je le puise vraiment de ma relation avec mon père. On a une relation assez pudique. Tu vois, c'est pas des personnages qui vont se dire je t'aime, mais ils Oui. vont user de moyens détournés un peu pour voilà se faire passer des messages d'affection. Donc oui, pas d'histoire à la base, simplement parler du wax. En tout cas, c'était ça la commande. Et donc moi, j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin avec cette question identitaire. Et puis vers la fin du découpage, quand on avait quasi tout, j'ai reçu comment on appelle ça? C'est pas la scénarisation, mais de l'expo. Ça porte un nom, ça va me revenir, mais vraiment toutes les thématiques que eux allaient exploiter dans l'expo et un peu le parcours des personnes qui allaient venir, qu'allaient-ils voir d'abord, etc., quelles thématiques et tout ça. Et j'ai vu qu'on était super alignés. Génial. Et Sans donc même avoir ça, travaillé ensemble, c'est génial. oui, mais parce qu'en fait, je pense que c'est lié aussi au fait qu'il n'y a pas tant de contenu scientifique sur le wax. C'est assez étonnant d'ailleurs. Et donc, on a eu les mêmes sources. Et notamment, on s'est basé sur le travail d'Anne-Marie Boutiot, qui est elle est historienne de l'art, oui, elle est historienne de l'art belge. Elle a fait un super travail sur le wax, elle est C'est elle qui incroyable. a fait Et ce livre énorme sur le wax ou pas du tout? non, si c'est un grand format, là, c'est Oui, plutôt Anne Grosfilet, d'accord. qui est donc vraiment la référence en France au sujet des textiles africains. Elle fait plein de vidéos d'ailleurs de vulgarisation et pédagogique sur ce sujet-là. Elle a écrit des livres qui m'ont énormément aidée, donc vraiment, il faut saluer leur travail qui, moi, vraiment, m'a été très, très utile pour créer la BD.
Et donc, j'ai d'abord commencé par ça, et puis après, j'ai fait des interviews. J'ai interviewé toutes les personnes de mon entourage qui portent du wax, qui n'en portent pas, qui viennent, qui sont afrodescendantes ou pas. Mhm. J'ai interviewé des vendeuses de wax, je suis allée dans les boutiques, j'ai fait beaucoup de repérage. J'ai fait aussi de l'observation d'étudiants en design textile à Bruxelles, dans une école d'art qui s'appelle la Cambre, pour vraiment comprendre ce que c'était le design textile, et puis pour comprendre aussi un peu comment résonnent les jeunes de l'âge de mon héroïne, puisqu'elle a Oui. 22 ans, le personnage de Sophie a 22 ans dans la BD, donc il fallait que je m'imprègne un peu de, ben voilà, de ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils en pensent quand on leur parle de wax, qu'est-ce qui vient, quels sont leurs débats, tu vois, quelles sont leurs idées, et donc tout ça, pour tout ça, j'ai pris beaucoup de notes, et ils m'ont vraiment aussi permis de faire des analyses visuel, enfin de design, des motifs des wax, parce que moi je passais à côté, quoi. Je voyais plein de couleurs, plein de traits, et j'arrivais pas à voir la structure qu'il y avait dedans. Et c'est eux qui me disaient, regarde là, on a une ligne principale, regarde là, on a en effet en miroir, tu vois, ça se répète, là t'as des translations et tout ça. Et je disais, mais ouais, mais grâce à vous, je vois ce tissu complètement différemment. C'est mon seul regret pour la BD, c'est qu'il n'y ait pas cette analyse graphique du Elle est, design. alors, elle est pas peut-être complète, mais tu as non, c'est pas une bulle, une case qui te dit, quand tu parles enfin, dans l'histoire, il y a le faux wax et le vrai wax, c'est de contrefaçon. Et là, la nana de la boutique explique, regarde, là, ça se répète, de manière mécanique, alors que là, tu Ouais. vois, c'est décalé. Donc, on a quand même une explication. Oui, mais plus eux, ils étaient vraiment capables de fournir une analyse non pas symbolique mais plus du trait, par exemple, l'épaisseur du trait, le délié qui va créer le rythme, qui va créer l'impression de mouvement et tout ça. L'usage des couleurs complémentaires qui va nous donner l'impression que ça vibre. Et donc, c'est ça qui fait que ce tissu, il nous laisse pas indifférents. Il y a tout de suite un effet quand même qui est assez puissant, je trouve. Il nous donne l'impression d'être vivant. Et donc, voilà, j'aurais bien ajouté en tout cas quelques planches de plus là-dessus, Quelque quoi. là-dessus. Et d'ailleurs, ça t'a, j'ai l'air réconcilié, il n'y a pas de problème, mais maintenant, c'est quoi ton rapport au wax? Parce Ben que t'as c'est, comment? ouais. Alors, si c'est comme Sophia qui a pas de rapport au wax au début, t'étais comme elle? Oui, j'avais un rapport très éloigné au wax, Ouais. c'est-à-dire que moi, je le voyais dans les boutiques, quoi. J'en avais pas ou très peu. En faisant la BD, je me suis dit, attends, mais en fait, j'en ai un. J'ai celui que ma grand-mère m'a offert il y a des années quand j'étais en Guinée. Où est-ce qu'il est? Donc déjà, culpabilisation plus, parce que je savais pas où je l'avais mis. Je me rendais compte de la valeur, en fait, de ce tissu, puis elle me l'avait donné, c'était quand même pas rien. Donc j'étais sûre que je l'avais, que je l'avais pas acheté, c'était pas possible, mais je savais pas où il était. Donc ça m'a renvoyé aussi à toute cette période. Tu sais, quand tu es issu d'une culture, voilà, non, enfin, considérée comme étrangère du point de vue de l'Occident, souvent les membres de ta famille te donnent plein de trucs, te donnent des tenues ou des petits objets, voilà, des choses qui ont beaucoup de sens pour elles. Et puis toi, avec ta culture occidentale, tu reçois ça, tu dis, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais pas le porter pour aller à l'école. Je trouve pas d'occasion. Et puis ça me fait bizarre de mettre ça. C'est pas, moi je porte des jeans baskets, ça me fait bizarre quand je mets une robe considérée comme traditionnelle et tout ça. Et donc tu mets ça de côté souvent. Et donc c'est quelque chose qui revient quoi dans le vécu des personnes avec une origine immigrée ou dont les parents ont une origine immigrée. Et donc ça m'a renvoyé à ça quoi. Je me suis dit mais comment ça se fait que je sais même pas où il est ce tissu. Et finalement j'ai réussi à le retrouver. Donc je suis trop contente. Et mais c'est vrai que oui, ma relation au wax a complètement changé. C'est-à-dire que bah, déjà maintenant, quand je le vois, tout de suite, j'essaye de me rapprocher un petit peu quand je vois des femmes qui le font. Je fais ça discrètement, mais Bien j'essaye sûr. quand même de regarder, tiens, c'est quoi le motif, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Est-ce que c'est du vrai, est-ce que c'est du faux, est-ce que ça a un sens, ou bien est-ce que ces personnes ont simplement choisi ce tissu pour la beauté des motifs et la beauté des couleurs, ce qui est tout à fait valable. Et, et puis, je valorise en fait d'autant plus les tissus qu'on m'a donnés. Donc, il y a ce wax de ma grand-mère, mais il y a aussi et surtout les lépis. Donc, c'est du tissu traditionnel guinéen. Certains diront tissu traditionnel Peul. C'est aussi un débat, je vais pas rentrer là-dedans, que mon père m'a donné et qui viennent de Guinée. Et alors, je les porte pas parce qu'en fait, j'ose pas couper dedans. Mais je pourrais prendre ces tissus, aller chez un couturier et demander qu'il me fasse Une robe, un enfin, petit, une pièce un petit avec, quoi. haut, voilà, Ouais. une pièce, voilà, qui corresponde à mon style.
Je le ferai peut-être, mais là, pour le moment, je suis plus dans la collection, c'est-à-dire j'y touche pas, je sais où ils sont. Enfin, déjà bien. Maintenant, tu sais, parce que le livre finit en disant je pars chercher dans ma cave, et donc là, Oui, j'apprends oui, que oui, tu as retrouvé le tissu, et ça, c'est oui. chouette. Et il était dans ma cave, Il était vraiment, tu finalement, tu vois. l'avais pas jeté. Donc, quelque Non. part en toi, tu devais savoir que c'était important. C'est juste que, comme tu dis, quand on est, c'est intéressant comment tu as dit ça. Du point de vue occidental, ben, c'est quelque chose d'un peu exotique, un peu étrange, alors que tu sais que ça te relie à ta famille, à ta grand-mère, et tu sais quelque part que c'est important. C'est Et c'est clair. chouette. Oui, et maintenant, bah, tu vois, je me dis, mais enfin, est-ce que c'était pas manquer de respect que d'entreposer ça dans un sac, dans la cave? Oui, Je me tu suis savais dit, pas mais toute la valeur que ça avait, oui, tu vois. voilà. Alors, bon, c'est des petites réflexions intérieures, ça, des Oui. petits conflits intérieurs. Mais voilà, maintenant, il a monté de quelques étages et il est dans mon armoire à une place de choix. Mais je le prends en rencontre littéraire, je le prends avec pour le montrer. Les gens peuvent le toucher, tout ça. Je lui demande juste qu'il fasse attention. Il y a une scène que j'ai trouvée très dure, moi, en relisant, c'est marrant, en relisant, c'est quand elle donne tous ses wax. J'ai dit, mais pourquoi fait-elle ça? Mais pourquoi elle donne tous ces tissus? Alors, j'imagine qu'il y a une histoire avec son papa, mais j'ai trouvé ça un peu dur, comme si c'était un rejet. Alors, c'est comme ça que moi, je l'interprète, hein. Comme si c'était un rejet de cette partie d'elle, quoi. Mais tout en gardant un. Alors voilà, elle en garde un, donc ça c'est important quand même. Et puis il y a plusieurs choses, je pense. Moi aussi je trouve ça dur et c'est tout le monde me dit que c'est une scène qui est dure. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils allaient devenir ces tissus? Donc elle y prenait pas attention, elle ne les valorisait pas et quelque part au moment où elle les donne, ils prennent vie, ils prennent enfin vie. Je pense que parfois on fait des mauvais choix. Mais parfois, ça nous mène ailleurs. C'est-à-dire que c'est une forme de transformation. C'est-à-dire que c'est pas juste, elle les a pas laissées là dans la rue et puis elle passe à autre chose. Non, non, en fait, elle se rend compte de ce qu'elle a fait, elle s'en veut, mais elle renoue avec son père. Elle dit qu'elle en rachète avec son père. Elle en rachète pas n'importe où. Elle en rachète en Afrique. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend qu'elle se prépare à son premier voyage, ce qui peut être très stressant, un premier voyage dans le pays de ses parents. C'est aussi ça un gros sujet, je trouve. D'ailleurs, ça me tenait à cœur de mettre ce petit dialogue avec son père où en fait il lui dit mais tu sais c'est stressant pour nous aussi en fait. Et ça Et j'avais pourquoi, questionné alors, mon père pourquoi c'était là-dessus. important pour toi, ça? Parce qu'il y a plein de sujets, d'ailleurs, j'ai pas encore parlé, et je me dis, mon Dieu, toutes les choses que je voulais aborder avec toi et que je n'ai pas faites, parce que dans la BD, tu parles beaucoup d'identité, moi j'ai senti des histoires aussi de honte, l'exotisation du corps de la femme et le rejet. Donc pourquoi cette partie-là est importante pour toi? Et c'est dur pour Sophia, mais pourquoi c'est important de dire que c'est aussi dur pour le parent? Mais je pense que c'est des discussions qu'on n'a pas beaucoup Du tout. avec les parents. Et donc on voit ce voyage un peu genre ah ouais faut que j'aille là etc. Faut quand même déjà avoir beaucoup de maturité pour être hyper ouvert quand t'es né en Occident que t'as grandi en Occident. Faut être vraiment hyper ouvert d'esprit pour se dire ouais génial, je pars à la découverte du pays de mes parents et tout ça. Pourquoi? Parce que ce sont souvent des pays qui sont pas valorisés par la culture dominante. Hein. Il y a beaucoup d'ados qui ont honte quand le parent, des deux parents, par exemple, vient chercher à l'école et se met à parler une autre langue que le français. Il y a des jeunes qui disent non, mais parle français, j'ai honte et tout ça. Donc voilà, c'est une période de vie particulière. Bon, ici, c'est une jeune adulte, donc elle est quand même un peu plus mature sur ces questions-là, mais en tout cas, il faut pas renier la honte qui a été ressentie ni s'en vouloir. Je pense que ça fait aussi partie du contexte dans lequel on grandit. On est imbibé de ça. Et donc, je trouvais ça touchant que on entende un peu le parent qui dit ça. C'est-à-dire que moi, j'ai questionné mon père. En fait, je lui ai dit, mais quand on est allé pour la première fois en Guinée, t'as vécu ça comment? Et j'étais étonnée, en fait, de lui poser cette question à 40 ans passé, quoi. Oui. Et il me dit, j'étais stressée, en fait. J'ai dit, mais qu'est-ce qui te stressait? Il me dit, mais j'espérais vraiment que ça vous plaise. Ah, J'espérais que ok. vous voyiez les fruits, que vous les goûtiez, que vous trouviez ça bon, soit dit en passant, meilleur mangue de la terre, meilleur avocat de la terre, meilleur ananas de la terre, mais voilà. Je pourrais, enfin, je lui ai dit, non mais t'inquiète, je veux dire, on s'est régalé.
Il m'a dit, voilà, les paysages, que vous trouviez mon pays beau. C'est pour ça qu'il nous a emmené voir les chutes d'eau, il nous a emmené voir plein de trucs en plus, tu vois, de la famille. C'était pas seulement voir la famille, saluer la famille, pour dans l'espoir qu'on puisse être aussi émerveillé par son pays. En fait, c'était lui le plus stressé de tous finalement. Mais enfin, dans l'idée que vous considériez ce pays comme votre pays, parce que Ça, ça je fait un sais peu pas. extérieur j'ai envie que vous trouviez c'est comme quand t'aimes un truc, t'as envie que tout le monde aime ce truc. Tu vois, ton pays, tu l'aimes et t'as aussi envie que tes enfants l'aiment. Mais est-ce que ça va plus loin pour que vous considériez vraiment ce pays comme votre pays? Ça, je sais pas, il faudrait que je pose la question. Mais chez mon père, ce qui est très important, j'ai l'impression même plus que le pays en tant que tel, c'est l'ethnie. C'est-à-dire qu'il est Peul, mon papa, Ok. et ça, c'est très important. Plus important que le pays, quoi. Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, je pense Ça que vaut. Ok. oui, oui, c'est vraiment être Peul, se sentir Peul, être fier de sa culture Peul, des usages, de la langue et tout Ok. ça, ça compte très très fort. Et je dis ça parce qu'il y a des Peuls dans plusieurs pays Oui. d'Afrique de l'Ouest et pas que. Mais donc, non, là, c'était, je pense plus vraiment, j'espère que le pays qui m'a vu naître et dans lequel j'ai grandi va simplement vous plaire, que vous allez le trouver beau. C'est D'accord. ça qui compte, c'est très très fort pour lui. Et donc, je trouvais ça touchant parce qu'en fait, on n'en avait jamais parlé. Et comment il a pris la BD, ton papa? C'est assez marrant parce que donc je lui ai fait lire le découpage, ce qu'on appelle le découpage, donc le brouillon. Et moi, si tu veux, je me suis inspirée de mon père pour le personnage d'Aliou, qui est le jeune garçon qui se dit no wax et qui Oui, celui qui donne la préfère petite carte et qu'elle va exactement. interroger sur. Ok. Ok. Et donc, il préfère mettre à l'honneur des tissus traditionnels africains plutôt que le wax qu'il considère être européen et faire trop d'ombre aux tissus traditionnels. Parce que mon père, il nous a souvent parlé du lépi, de l'importance du lépi, les tissus guinéens, les tissus peuls et tout ça. Et puis, je lui dis alors, tu t'es retrouvé dans la BD et tout ça, en étant persuadé qu'il allait me dire, bah oui, ce personnage d'Aliou, le jeune, c'est vrai qu'il me fait penser à moi. Et là, il me dit, mais pas du tout, ma chérie, enfin, je me suis retrouvée dans le personnage du père. Et Ah, là, tu vois, je me dis, oh, d'accord. mais il a trop raison, en fait, j'ai trop dessiné mon père, quoi. Alors, pas pour tout, parce que mon père n'est pas parti quand j'étais petite, il est pas reparti vivre dans son pays, je veux dire, on a une vie qui n'a pas ressemblé à ça, mais la pudeur entre le père et sa fille, le fait que le père essaye de faire passer des messages d'affection, mais il s'y prend un peu d'une manière, Comme il en tout cas, peut, quoi. Mais comment? moi, je trouve ça hyper touchant. C'est comme il peut. Et Comme il le peut, seul oui. moyen qu'il a de parler à sa fille, c'est en choisissant des tissus avec des messages. Moi, je trouve que la démarche, elle est hyper touchante. Tu Ouais, vois, je c'est trouve pas ça un aussi truc trop pris au mignon. hasard, pas du tout. Il y a vraiment un message, c'est hyper touchant. Ben voilà, donc tu vois, j'ai dû me puiser ça dans la relation avec mon père, tu vois. Mais mon père, il écrit des lettres, tu vois. Il a ses petites affections comme ça. Il va pas dire les choses comme ça frontalement. Il y Et a alors, d'autres personnages de ta vie qui sont dans le livre? la coloc, je me suis quand même pas mal basée sur une de mes potes avec qui j'ai Ouais, vécu, qui est un peu rentre dedans, très drôle et tout ça. Euh, la relation entre les parents, elle est pas directement inspirée de la relation de mes parents, mais quand même, il y a des petites, disons, des petites bribes de discussion que d'accord. j'ai surprises en étant petite et qui ont permis de nourrir un peu quand même certains dialogues. La grand-mère, moi, ma grand-mère, elle était pas raciste comme ça. Ça allait être ma question. Ouais, Et cette grand-mère, parce que le ouais. livre s'ouvre sur une scène j'allais dire abominable, peut-être que j'exagère, mais une scène, je me suis dit, mais j'espère que Justine n'a pas vécu ça. Mais De la ouais, voix roi, d'avoir du talc sur le non. visage. Non, ça, j'ai J'espère. pas vécu. Non, C'est non, cool. ce sorte de blackface inversé comme ça, Oui. enfin, et encore, c'est même pas un blackface inversé, c'est encore autre chose. Mais oui, non, ça, j'ai jamais vécu. Par contre, les cheveux, la scène des cheveux, elle est tirée d'une scène que j'ai vécue chez un coiffeur en étant petite. Vraiment Ok. avec ces coiffeurs qui sont pas formés en fait aux cheveux bouclés et donc qui savent pas s'y prendre et qui démêlent n'importe comment, et ils te prennent les cheveux à la racine et ils Ah oui, donc tirent, ça c'est te fait super un truc mal et bon voilà. abominable, pour le coup. Donc Ouais. une fois j'étais chez un coiffeur et je me suis mise à pleurer tellement ça me faisait mal et donc la coiffeuse a jeté son peigne, elle a dit parce que sûrement qu'elle était gênée d'être prise comme ça en Incompétent? défaut Oui. devant tout le monde vu les pleurs que j'exprimais mais donc
Et donc, elle a lâché son peigne. Elle a dit, mais comment vous voulez que je coiffe ça? C'est impossible. Et donc, c'est ce terme-là, le ça, que j'ai repris, que j'ai remis dans la bouche de ses grand-mères. Donc, ma grand-mère, non, c'est elle qui m'a vraiment sensibilisée à fond à l'art, à la peinture, à la sculpture, à tout ce que tu veux, de faire des choses avec ses mains et tout ça. Donc, elle m'a beaucoup appris, mais voilà, comme je pense beaucoup de personnes dans les années 70, quand elle a vu sa fille aînée revenir avec, parce que ma mère était allée en Guinée, elle a rencontré mon père en Guinée, et puis quand elle revient avec un homme noir musulman, elle tombe de sa chaise parce que la Je m'attendais pas à ça. société n'encourageait pas ce genre d'union. Et donc, et qu'elle n'était pas avant-gardiste, comme l'ont été, je trouve, en l'occurrence mes parents, de créer cette union-là et de Bien sûr. d'être dans une ouverture qui, à l'époque, quand même, était inhabituelle, disons. Donc voilà, j'ai un peu puisé, mais ma grand-mère n'était pas ce personnage horrible de la D'accord. BD. Et c'est chouette que tu n'aies pas vécu ça. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette BD, c'est que tu comprends chaque scène, tu comprends l'histoire des cheveux. J'ai trouvé ça hyper intéressant ce moment où elle se lâche les cheveux quand elle porte du wax pour la première fois. Il y a plein de scènes où tu comprends quand tu as été élevé en France et que tu es noir ou métisse, tu comprends et j'ai trouvé ça vraiment bien amené, bien fait. Donc bravo, bravo beaucoup. Merci. Je te remercie, bravo beaucoup, je sais pas si bien. Bravo pour cette histoire qui était vraiment touchante. Comme je disais, tu abordes des thèmes sur l'identité qui sont hyper intéressants. La relation avec le Canadien et l'exotisation, je trouvais ça aussi hyper intéressant. C'est quoi les prochains projets de Justine? Ben donc là, je travaille sur un autre projet de BD. Alors c'est une adaptation, donc c'est un travail qui est différent. J'adapte un livre. Je n'ai pas encore convenu avec l'éditeur qu'on allait en parler. Ils m'ont D'accord. demandé d'attendre un petit peu, mais en tout cas, c'est un autre univers dans lequel je me plonge. Donc c'est une grande chance pour moi, vraiment, de découvrir le travail de quelqu'un d'autre, de m'y plonger, d'imaginer quelque chose de visuel alors que j'ai pas l'expérience qu'a la personne qui a écrit le livre. Donc voilà, c'est une thématique dont je suis pas spécialiste. Donc là, je dois faire un gros travail, oui, de documentation encore. Et moi, j'adore ça. Donc j'adore passer du temps en bibliothèque, j'adore regarder des documentaires et tout ça. Donc c'est très stimulant, très stimulant. Et ça parle d'Afghanistan, de femmes afghanes. Donc, tu vois, c'est très spécifique. Et ça parle de féminisme. Donc, moi, j'adore. Alors, est-ce que c'est des thèmes qui te touchent particulièrement ou tu as plaisir à aller? Et est-ce que tu choisis volontairement ces thèmes? Alors, celui-là, en l'occurrence, c'est une proposition de la maison d'édition. Ok. Donc, c'est pas moi qui ai eu l'idée du sujet et qui suis venue avec un Tu aurais projet. pu dire non, ça te parlait pas. Oui, tout à fait. Mais ça me parlait à fond. Donc ça te parlait à fond. Ok. Et Ouais, ça va ouais. sortir quand? Là, Dans c'est prévu 2 ans? pour de finaliser en tout cas en décembre 2027. Maintenant, la date de publication, je la connais pas. Ça dépend D'accord. aussi du calendrier de l'éditeur, mais c'est Donc, pas pour tout de suite en tout cas. on peut te retrouver où? Sur Insta, j'ai pas encore de site web, mais Bon, en il fait, faut on que peut je te m'y mette retrouver là. là, en Ah oui. librairie aussi. Franchement, c'est Oui, un très, très, très beau livre. si Vraiment. si on peut encourager tes auditeurs et auditrices à acheter les livres en librairie plutôt que de Mais se les faire commander par tellement. Internet, parce que vraiment, ils font un job super, les libraires. C'est un métier très difficile. Ils gagnent peu d'argent et ils font un super taf. Et vraiment, ça change tout pour eux qu'on passe par eux, qu'on commande la BD. S'ils l'ont pas en rayon, bah, vous la commandez, elle arrive 4 jours plus tard. Ok, c'est peut-être 2 jours de plus que Amazon et les grandes plateformes, mais vous allez vraiment faire vivre les libraires en faisant ça, quoi. Alors, je suis obligée de rebondir là-dessus parce que les Amazon et cette société ont une sorte de valorisation de la vitesse permanente, Mm. d'avoir les choses vite. Et finalement, si tu as 4 jours pour avoir un livre plutôt que deux, je suis pas sûre que ça change grand-chose pour nous, alors que pour un libraire, ça change quelque chose. Donc moi qui étais très à commander sur Amazon tout le temps, maintenant c'est terminé. Les livres, c'est en librairie. Ça permet d'échanger avec les gens aussi. S'ils l'ont pas en rayon, ben tu peux dire que tu as découvert Justine dans le podcast et que tu aimerais bien avoir le livre et s'ils connaissent pas, ils commandent et ils peuvent après le suggérer à d'autres. C'est hyper important. C'est vraiment un acte citoyen Mm. politique de se dire je vais à ma librairie commander mon livre. Tout à fait. Je suis Et tout à fait 4 jours, d'accord. c'est pas long. C'est quatre Mais jours, non. c'est pas long. La vérité, c'est pas long.
Mais non, non, non. Et puis alors ça dépend. Parfois c'est moins, parfois c'est plus. Oui, Mais c'est pas. mais voilà. Et puis les chiffres de Wax montrent que elle est là où elle est la plus présente, c'est dans les librairies indépendantes, tu vois. Donc il y Oh, a des ok. livres, il y a des livres qui sont vraiment que dans les très très grosses enseignes, la Fnac et tout ça, et ils Oui. ont plein d'exemplaires. Et alors tu les vois sur les rayons, tous les mêmes BD. Moi ma BD, elle est vraiment là où elle est la plus présente. Elle est présente aussi dans les grandes enseignes, mais en tout cas dans les librairies indépendantes, elle a son petit succès. Donc très probablement, il y a un petit exemplaire qui est là dans le stock. Et si pas, voilà, on commande, Ça se c'est pas commande. difficile. Tu l'as écrit en quelle année? Enfin, il est sorti en quelle année, pardon? En février 2025, en fait, on l'a présenté en Ok. avant-première au Festival d'Angoulême fin janvier 2024. Et donc à ce moment-là, elle n'était pas en librairie, elle était nulle part. On n'en avait pas parlé dans la presse puisqu'elle n'était pas encore disponible. Ok. Et donc ça a été ma première expérience de festival d'Angoulême en plus, qui est un festival absolument énorme, c'est une usine quoi ce truc. Donc c'était très impressionnant. Et donc elle a été présente en librairie la semaine d'après, au moment de l'Expo Wax à Paris. Et ça fait quoi que ton livre soit encore... Enfin, on est en train de parler de ton livre un an plus tard? Ouais, Un an non, et demi plus tard? ça c'est dingo, hein. Tout le monde m'avait prévenu en me disant, tu sais, voilà, marché de l'édition, c'est très compliqué. Donc, tu sors ta BD ou ton livre, il faut savoir qu'il y a des milliers de BD. Et là, je parle même pas des livres, hein. Les Je livres, parle juste c'est, des je crois, des BD en plus. dizaines de Ouais. milliers. Donc, les BD, alors ça dépend des années, mais parfois c'est 5000 BD par an. Donc, 5000 titres, hein. Donc, pas le nombre d'exemplaires, Oui, mais oui, oui, de titres c'est, différents. Ok. voilà. C'est Parfois, énorme. c'est 7000. Et donc, on m'a vraiment dit, voilà, ton livre va sortir. Il va être mis sur les tables des libraires. Ça va peut-être durer 2 semaines. Il est possible que 2 semaines après, hop, il y a un nouvel arrivage qui arrive. Et puis ta BD, ben, elle disparaît parce qu'on doit mettre d'autres BD sur les tables. Les librairies sont pas extensibles. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de place. Et donc, parfois, ben, on parle plus de ton ouvrage après 2 semaines, 3 semaines et c'est fini. Dur, Donc ça. là, tu vois, c'est hyper dur. Et par ailleurs, ton ouvrage peut être de très grande qualité. C'est une Oui, ça n'a question, rien à c'est voir. plein de En fait, ça n'a choses. rien à voir avec la qualité et la valeur de ton livre, mais rien à voir. C'est juste que à 5000 par an, disons que ça fait 500 titres par mois, mais c'est ça. Forcément, ça Personne tourne, peut suivre. forcément. Personne peut suivre. Et donc, et puis c'est une question de rencontre aussi. Parfois, il y a une thématique qui va vraiment rencontrer son public. C'est dans l'air du temps. Il y a un match, il se passe quelque chose. Et donc, on va encore plus parler de ta BD et tout. Puis parfois, bah, t'arrives 6 mois trop tard ou 6 mois trop tôt. Donc, il y a plein de facteurs qui jouent. Mais en tout cas, cette masse littéraire, évidemment, oui, elle invisibilise quelque part. Parce qu'en fait, c'est pas possible de sortir du lot comme ça à chaque fois et partout. Et donc là, de savoir que ben elle a sa petite place dans les BD, dans les librairies indépendantes, c'est vraiment chouette parce que ça veut dire qu'elle est dans le fond. Donc être dans le fond, c'est quand il y a un exemplaire de ta BD qui est là, et donc quand quelqu'un la demande ou alors Je quand quelqu'un recommande. cherche, Ouais. voilà, ils peuvent recommander la BD et donner un exemplaire. Et ce qu'on observe aussi, c'est que quand un exemplaire est vendu, le libraire recommande un autre exemplaire. Et donc ça veut dire que tu commences à entrer dans le fond. Donc ça, c'est le plus difficile. Donc vraiment énorme big up aux libraires qui soutiennent la BD et parce que ils jouent un rôle majeur dans le fait que cette expérience, elle soit chouette pour nous, quoi. Et c'est chouette de parler encore de ce livre un an plus tard. T'es pas fatigué de parler de Wax Paradox? Je suis pas fatiguée, je suis surprise, vraiment, je suis surprise et je te remercie parce que c'est une opportunité vraiment tellement chouette et j'adore cette BD. Toute l'expérience a été géniale. Enfin, c'est une succession de bons moments avec l'éditeur. C'était génial. J'étais super bien accompagnée, super bien traitée. Il faut le dire aussi parce que tu vois, le milieu de l'édition BD, on entend aussi de très mauvaises expériences. Et donc, c'est bien de pouvoir dire que, voilà, qu'il y a des éditeurs qui font bien leur travail, qui accompagnent bien leurs artistes, qui te traitent correctement avec beaucoup de bienveillance, qui font des commentaires constructifs sur ton œuvre, qui lâchent pas parfois certains trucs parce qu'on n'était pas d'accord sur le titre avec mon éditeur et en fait mon éditeur avait raison et au début je m'accrochais un peu à un autre titre et en fait j'ai bien fait de lâcher parce que voilà. Mais tu vois qu'ils le font de manière vraiment très professionnelle. Ils Faire payent à aussi temps, ils confiance payent correctement. à Enfin, la ça personne compte. qui est en face. Mais j'imagine que vous avez discuté. Tu as aussi eu cette chance d'avoir des personnes avec qui tu pouvais parler. Oui, oui, tout à fait. Et ils se sont montrés ouverts. Et quand j'étais un peu butée sur certains trucs, enfin, en tout cas, David a vraiment eu la souplesse de revenir un peu plus tard sur certains points à améliorer. Et je pense qu'il a eu raison sur
tout, quand il a insisté un petit peu, il a en fait à chaque fois eu raison. Mais tu vois, toi, t'es dans ton truc, tu fais Mais ton bien sûr, histoire là, t'es bien sûr. persuadé que cette scène est hyper importante jusqu'au moment où tu te dis, mais en fait, elle a rien à voir avec l'histoire, là, il faut que je la back, quoi. Mais comme tu l'as dessinée, tu l'as découpée, t'as fait tes jolis petits Mais visages et oui, t'as tout, déjà tout, toi. Pour t'arrives toi, pas c'est à... complet. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est important j'imagine qu'entre je veux dire, le premier jet et ce qui est sorti, il y a des différences. Oui, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Ouais, quand même, ouais. Ouais, ouais. Ça a plus été certaines scènes qu'il a fallu sucrer parce qu'en fait, on s'éloignait trop du wax. Et puis aussi, il faut à un moment renoncer à l'exhaustivité. Tu peux pas parler de tout dans ta De BD. tout, ben oui, bien sûr. Ouais. C'est pas la Bible du wax, quoi. Ouais. Donc, forcément, forcément. Est-ce que tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer comme toi, qui a quelque chose qui l'obsède et qui se dit, ouais, mais c'est compliqué ou je suis qui pour faire ça? Ce serait quoi le conseil? Oh là là. J'aimerais vraiment donner un conseil du genre, faut y aller, faut foncer, Ouais. prenez un bic et un papier, et go, c'est parti la BD. Mais moi, je suis pas du tout comme ça et j'ai pas du tout fonctionné comme ça. Donc des gens m'ont dit, mais toi, t'es journaliste, vas-y, tu peux raconter des histoires, lance-toi quoi, maintenant. Et vraiment, moi, je n'ai pas du tout procédé comme ça. Et je suis retournée à l'école et puis j'ai fait le bachelier et on m'a dit, bah maintenant c'est bon quoi. Et parce qu'il y a des gens après 3 ans qui se lancent déjà. Et moi, je me sentais pas prête et je voulais continuer à être accompagnée. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le master. Donc, tu vois, j'aimerais bien vraiment dire aux gens, allez-y, foncez. Mais je vois bien que c'est pas du tout ce que je fais et j'aurais plutôt tendance à dire, prenez un petit peu de temps pour identifier des personnes que vous trouvez inspirantes. Et donc, ça va beaucoup jouer parce que ça pourra vous aider à y voir plus clair, que ce soit en termes de création, genre vous voulez faire de l'art littéraire, essayez d'identifier les auteurs et autrices qui vous plaisent et de comprendre ce qui vous plaît chez ces personnes, parce que ça, c'est pas facile, parce que ça nous plaît, on sait pas trop pourquoi. Ok, prenez le temps de savoir De chercher exactement ce qui vous pourquoi. plaît. Ouais. Ok, Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, chez cette personne, chez une autre, chez une autre, chez une autre. Et petit à petit, essayez comme ça de trouver votre truc à vous, votre style à vous, parce qu'on va tous s'inspirer les uns et les bien autres. sûr. Évidemment, attention au plagiat, c'est Non, on n'a pas dit important. copier, hein. On a dit Voilà, t'inspirer. c'est important de pouvoir dire, voilà, je me suis inspirée de telle personne dans ma démarche et de pouvoir Bien le sûr, dire aussi publiquement bien sûr. ou de contacter les personnes. Moi, par exemple, il y a le personnage de la enfin non, de la vendeuse de wax Oui, qui a un style vraiment hyper ouais. moderne et tout ça, des piercings, des trucs. C'est en fait une nana que j'ai vue sur les réseaux sociaux qui est jeune, quoi. Elle doit avoir, je sais pas, la trentaine, et elle fait des styles avec des pièces, et après elle dit, voilà, le t-shirt il vient de là, la jupe Ouais. vient de là, mais la façon dont elle assemble, Ça peut être que elle, quoi. elle est méga balèze, quoi. C'est génial, c'est hyper moderne, c'est hyper graphique en termes de couleurs et tout. Enfin, elle est très, très, très forte. Et donc, je lui ai écrit pour lui demander si je pouvais m'inspirer d'elle pour le personnage et en fait la redessiner. Bon, là, le personnage est beaucoup plus vieux, donc j'ai vieilli ses traits. Et donc, j'ai obtenu son accord et c'est comme ça que je l'ai fait et je l'ai mentionné dans ma BD. Donc voilà, on s'inspire, mais on mentionne, on prend contact, on cite. C'est plutôt ça que je dirais, si vous avez une envie comme ça. Après, s'il y a une obsession, moi, là, par contre, je dirais, il faut qu'elle puisse, il faut que cette obsession puisse vous traverser, quoi, parce que c'est quand même une expérience très chouette aussi, de se laisser comme ça traverser par un truc hyper intense Et d'y et de le aller, faire quoi. à fond des heures et des heures et des heures. Il y a que en faisant qu'on sait qu'on est capable de faire, donc ouais, il faut vraiment expérimenter. C'est vrai qu'il faut le plus difficile, je trouve, c'est de quitter le rêve, quoi. J'imagine, j'ai envie, je voudrais, je nini, quand j'aurai le temps, bla bla bla. Et en fait, tu restes dans une potentialité. Vraiment, le moment où tu quittes la potentialité Dans et hop, l'action. voilà, on est dans le concret. Le concret, ça, c'est le plus difficile. Donc, Mais passer à une fois que l'action, c'est mais fait, l'action, c'est pas forcément un truc de dingue, hein. Ça peut être, c'est quoi le premier petit pas que tu peux faire pour réaliser ton rêve? C'est pas c'est forcément un truc ça. de fou. Moi, ça a été des cours en ligne de dessin, hein. Et, et voir où ça te Gratuit. mène, quoi.
C'est gratuits, des génial. vidéos gratuits, des trucs gratuits. Puis après, tu vois que pour avoir plus, tu dois payer. Donc, bah, tu réfléchis, tu vois, t'en prends un autre. Tu fais des. J'ai fait sur. Il y a plein de plateformes qui existent qui sont super chouettes pour apprendre aussi l'art littéraire, la scénarisation ou le dessin. Et alors, tu as une période d'essai. Et donc, tu te dis, ben voilà, cet été, je me prends 2 semaines off et pas de vacances, pas de trucs, pas rien. Mais en fait, je fais ça, quoi. Je m'inscris sur une plateforme et je teste. Et puis après, je résilie mon abonnement. Comme ça, je paye pas et tu vois, Ouais. on me charge pas. Et puis, si c'est de l'art littéraire ou du dessin, tu peux aussi faire des choses en groupe gratuites. Donc, par exemple, il y a des, il existe des petits groupes d'aquarellistes, par exemple, et vous allez dehors avec ton petit matos et vous allez dessiner ensemble je sais pas, une église, un truc, un lac, n'importe quoi. Et puis chacun rentre chez soi et c'est une chouette expérience et ça te permet, voilà, encore une fois, de quitter cette potentialité et d'arriver dans le concret. Et je sais que ça existe aussi pour l'art littéraire. Mais en plus, c'est là où tu sais si tu kiffes ou pas. Comme tu dis, tant que tu es dans le rêve, tu sais pas si tu vas vraiment aimer ou pas. Mais si tu te retrouves Ouais. avec d'autres en train de dessiner un lac, tu sais si tu kiffes ou pas. Tant que tu l'as pas fait, c'est compliqué à dire, quoi. Oui, et ce qui peut être difficile, je pense, c'est comme tu as beaucoup imaginé, tu as voulu, bah, tu as idéalisé un truc, tu as imaginé que c'était ça, et puis tu commences à faire et tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec ce que tu avais imaginé. Et simplement se dire, c'est rien, je continue, j'expérimente et je vois ce qui se passe. C'est-à-dire aussi, donc, ouais, renoncer à cette idéalisation, mettre ça de côté, dire, OK, c'est ce que j'ai imaginé, ça ressemble pas à ça, c'est pas grave. Mais il faut se laisser aussi la possibilité de se dire, ben, finalement, non. Mais tant qu'on l'a pas fait, ben, pareil, on sait pas. Mais c'est aussi Ah, beaucoup une question de moment, hein. Tu oui, penses pas? oui. Ah si. Il y a un moment où, voilà, Les étoiles ça s'alignent se et met. Ouais. ouais, ouais. Chouette. On va terminer, Ok. sinon on va encore parler des heures et des heures, parce que c'est toujours très agréable de parler avec toi. Je vais finir avec les trois phrases signatures du podcast. C'est quoi pour toi oser? Hmm. Là, je vais être très chiante pour ça parce que je vais à chaque fois te dire, oulala, faut que je réfléchisse 10 minutes avant de répondre. Moi, je me suis beaucoup questionnée sur les conditions d'émergence de l'audace. Qu'est-ce qui Ouais. fait que quelqu'un ose faire ça et une autre personne n'osera jamais faire la même chose? Dans quoi t'as grandi? Est-ce que on a valorisé déjà le fait d'entreprendre? Est-ce que tu as été entouré de personnes qui avaient des projets? Est-ce que on, on t'a placé dans des conditions qui n'ont pas affecté l'estime de toi, par exemple, parce que voilà, l'estime de soi, c'est, ça joue beaucoup, je pense, dans le fait d'oser et d'entreprendre. Donc, oser, je pense que c'est ça, je dirais, c'est ancrer l'estime de soi, ou en tout cas le fait qu'elle soit suffisante pour qu'on s'écroule pas si jamais ça marche pas, si jamais ça plaise pas, qu'on se dise pas c'est une perte de temps, qu'on se dise juste voilà, oser, c'est un peu flou ce que je suis en train de dire, mais qu'on puisse juste se dire que c'est une expérience et que c'est valable et qu'on vaut la peine de faire des expériences. Donc peut-être aussi de pas se mettre la pression, Oui, d'y c'est ça, sans aller, avoir de mais résultats. C'est voilà, et ça c'est je pense dur, que hein, ça ben dans la oui, mais société dans laquelle on vit, se dire juste je vais expérimenter. Et je pense que là, tu as totalement raison. Il faut aller expérimenter et se dire que c'est juste un jeu ou juste un test et pas se mettre la pression d'un résultat oui, parce que dans nos sociétés, on valorise pas du tout l'essai, quoi. On du tout. valorise pas l'expérience. Il faut la réussite. Alors, c'est quoi la réussite? Alors, c'est toujours la même version de la réussite qui compte. Il faut que ça rapporte de l'argent. Il faut ci, il faut là. Mais non, en fait, ce qui compte aussi, c'est juste l'expérience et se dire, voilà, je me laisse traverser par ça et puis je vois ce qui se passe. C'est quoi pour toi briller? Ah là là, briller. Bah, je dirais que c'est briller, oui, aux yeux des autres. Alors, je dirais plutôt que c'est quand les autres te renvoient une image positive de toi ou de ton travail, ou te reconnaissent comme père. Là, j'ai reçu un prix et ce prix, il est décerné par des auteurs et des autrices. Donc, c'est un prix hyper, hyper particulier parce qu'en fait, ça m'aide à me dire et à assumer, bah oui, en fait, je veux être autrice
Et c'est un petit pas de plus vers le fait que je vais oser me présenter au monde comme autrice parce qu'en fait, j'ai des pairs qui m'ont reconnu mon travail, la valeur de mon travail. Ça veut dire Donc, que c'est ton briller, deuxième prix? troisième maintenant. Pardon, T'as vu? troisième prix. D'ailleurs. Troisième prix, il y en a un que j'ai pas vu passer. Trop bien, félicitations. C'était quoi, Merci. tu peux nous dire, c'est quoi les trois prix? Donc tu m'as dit des lecteurs et lectrices. Alors le premier c'est le Afro Artistic Awards et Celui-là, c'est je l'ai. un prix voilà qui valorise le travail des personnes afrodescendantes en Belgique et aussi un peu en France. Euh, le deuxième c'est le prix de l'échappée littéraire, donc là c'est un prix lycéen, donc c'est presque Oh, 1000 bien. lycéens en France. Ouais, ils doivent faire beaucoup, ils doivent lire 4 BD et 4 romans. Ah Et ouais, puis, voilà, les auteurs viennent en classe, ils travaillent autour de l'œuvre, ils font des créations, ils bossent vraiment dur. Et puis, en fait, ils sont membres du jury et c'est uniquement eux qui votent. Et puis, à l'issue, voilà, il y a les deux lauréats, un lauréat pour la BD, un lauréat pour le roman. Donc, moi, je suis lauréate pour la BD, donc c'est super chouette. C'est une super expérience. Et puis, le troisième, voilà, c'est le prix BD de la SCAM. Et la SCAM, c'est cette société d'auteurs et d'autrices qui défend donc les droits des auteurs et des autrices, qui défend les droits d'auteur et qui nous accompagne dans le processus de création. top. Ouais, c'est Génial, cool. trop bien. Félicitations. Et Merci, ça. enfin, c'est quoi pour toi inspirer? Inspiré, je dirais que c'est entrer en résonance, réussir à entrer en résonance avec des personnes. Euh, voilà, on va créer quelque chose et puis ou dire quelque chose et ça va venir toucher les autres à un endroit particulier. Donc inspiré, je pense que c'est ça, c'est un peu ce qu'on essaie de faire en créant des œuvres littéraires, qu'on essaie de créer du lien symbolique. En fait, on connaît pas les gens qui vont nous lire, mais il y en a certains qui nous lisent et qui sentent qu'il y a quelque chose qui a été créé, noué avec eux. En tout cas, moi, j'ai ça beaucoup avec les auteurs et les autrices. C'est pour ça que souvent, je vis mal quand il y a une déception où je découvre qu'un auteur ou une autrice s'est mal comporté. Et Oui, ça, c'est un truc, c'est hyper dur. Je déteste ça. on Mais est. voilà, il faut l'accepter. Oui, et puis je crois qu'on ne sépare pas l'auteur de l'artiste, donc il y Ah a ouais, non, non. c'est hyper décevant, quoi. Ouais, c'est comme ça, ouais. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je trouve très inspirante. Je suis contente qu'on ait eu cette interview parce qu'on a pu découvrir Justine la femme, celle qui se dit, punaise, j'ai envie de faire des BD. Donc, merci infiniment pour ton temps. Merci pour tes réponses, ta joie de vivre. C'était vraiment chouette. Merci pour l'invitation, c'est super chouette. Et j'ai découvert que tu faisais de la cuisine et tout. J'ai découvert plein de trucs sur toi, donc je vais un peu C'était une autre vie, continuer à ça. diguer. C'est une autre vie. Ouais, Ouais. ben je vais quand même faire tes recettes. Parce que ça m'intéresse. Ouais, je continue de les faire, hein, évidemment, mais c'est vrai que dans cette autre vie, j'aidais les femmes, les mamans à s'organiser en cuisine pour arrêter de perdre du temps tous les soirs et faire des trucs genre dessiner, écrire des BD. Ouais, j'étais là-dedans avant. Eh ben, merci. Merci beaucoup. Passe une bonne journée et à très bientôt. Merci, ça va. À bientôt. Bye Bye. bye. Ciao.